Bonjour à tous, bienvenue sur Purpose pour le débat du mois. Faut-il inscrire l'IVG dans la Constitution? Le 24 juin dernier, c'était un tremblement de terre aux États-Unis. La Cour suprême, par 6 voix contre 3, a révoqué l'arrêt Arrow versus... Non, j'arrive pas à lire. L'anglais. Versus Wade. Voilà, merci beaucoup, Madame la Ministre. Et du coup, c'est un tremblement de terre. Les États américains ont donc la possibilité de révoquer le droit à l'avortement et plusieurs États n'ont pas manqué de le faire. Et évidemment, en France, cette nouvelle a provoqué l'émoi, 47 ans après l'adoption de la loi de Simone Veil sur l'IVG en France. Certains se sont réjouis, comme la catholique intégriste Christine Boutin. D'autres ont demandé à inscrire ce droit dans la Constitution. Et parmi elles, Madame Rossignol, alors comment je dois vous appeler? Madame la ministre, Madame la vice-présidente, Madame la sénatrice? Je ne sais pas si on vient de vous dire, appelez-moi Laurence, c'est ce qu'il y a de plus simple, ou Madame Rossignol, c'est très bien aussi. Parfait. On a les gens dans le chat, on a RG qui vous salue, on a Gorkodi qui vous salue. Donc voilà, donc Madame la ministre, Madame Rossignol. Faites comme vous êtes à l'aise. Madame Rossignol, merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ce sujet. Comme je l'ai dit, vous avez déposé une PPL au Sénat avec vos collègues du groupe socialiste. Pourquoi d'abord avoir décidé de prendre cette décision? En fait, ce qui s'est passé aux États-Unis avec la nouvelle décision de la Cour suprême, qui était prévisible et malheureusement attendue, c'est-à-dire que la composition de la Cour suprême et l'enjeu idéologique qu'il y a aux États-Unis autour de la question de l'IVG et les choix qu'avait fait Donald Trump dans ses nominations à la Cour suprême laissaient vraiment permettaient d'anticiper cette décision. Ceci dit, c'est souvent comme ça, entre la certitude qu'on a qu'un malheur va arriver et le moment où le malheur arrive, il y a quelque chose de plus qui se passe. Et ça a été un choc pour, bien entendu, les Américaines, les démocrates, les progressistes, et puis pour tous les pays et toutes les féministes qui savent à quel point la question du droit à l'avortement est une question cruciale pour l'autonomie et l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc en France, nous avons aujourd'hui une loi qui est très largement soutenue, et probablement on y reviendra, par l'opinion, qui est une loi qui effectivement date de 1975. Mais nous avons aussi une constitution avec des droits fondamentaux qui sont posés par la constitution. Et nous pensons que pour nous prémunir de ce qui est arrivé aux États-Unis, il est mieux de constitutionnaliser ce droit, c'est-à-dire de lui donner une valeur supérieure aux valeurs de la loi. Et en plan européen aussi, nous avons quand même besoin de sécuriser et poser le droit à l'avortement comme étant un des principes des droits fondamentaux européens. Et si la France fait ce pas, ça peut aider aussi l'Union européenne à le faire également. Il y a des débats au Parlement européen. Donc nous pensons qu'un bon droit est un droit protégé par la loi et en l'espèce par la Constitution. Alors on voit là sur l'écran, et nos spectateurs peuvent le voir, votre PPL, votre proposition de loi constitutionnelle visant à constitutionnaliser le droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, ce qui est particulier puisque sur les 3 autres PPL, si j'ai bien lu, il n'y a pas la contraception. Pourquoi avoir ajouté la contraception à cette PPL? Parce qu'en fait c'est un bloc, c'est ce qu'on appelle en général les droits sexuels et reproductifs. C'est un ensemble. Et les adversaires du droit des femmes à l'avortement ont aussi dans leur cible la contraception, avec un sujet très particulier dans la contraception, qui est celui de la pilule du lendemain, que nous considérons être un moyen de contraception et que les adversaires du droit à l'avortement considèrent comme un moyen abortif. Et donc, on voit bien que dans leur cible, il y a l'avortement, la pilule du lendemain et plus globalement la contraception. Et d'ailleurs, quand on suit un peu comme moi je le fais, ce que livrent et produisent des groupes activistes anti-IVG, on voit bien qu'ils font de la promotion de la contraception naturelle, de la méthode Ogino que pratiquaient vos arrière-grand-mères et nos grands-mères et qui a été l'occasion de nombreuses naissances non désirées. Des méthodes de la contraception par les plantes, la contraception par le calendrier de la Lune, la contraception par le calendrier menstruel des femmes, qui sont des méthodes contraceptives extrêmement aléatoires. Et il y a donc dans ces groupes-là une arrière-pensée très nette qui vise aussi à restreindre l'accès à la contraception. En fait, les groupes anti-IVG, qui sont souvent des groupes fondamentalistes, religieux, partent du principe que c'est Dieu qui décide qui doit naître ou pas,
et que c'est une arrogance humaine que de prétendre décider à la place de Dieu. Donc tout ce qui vise à restreindre la main de Dieu, j'ai envie de dire, dans les processus de grossesse, doit être pour eux combattu. Très bien. On a RG qui vous demande que répondez-vous aux gens qui disent que ce n'est pas la priorité d'inscrire l'IVG et la contraception dans la Constitution? Cette affaire des priorités est évidemment toujours compliquée à aborder. J'entends bien lutter contre le dérèglement climatique est une urgence, est une priorité. Garantir le pouvoir d'achat est une autre priorité. Mais à un moment donné, il faut cesser la concurrence entre les priorités. Le Parlement a le temps et les moyens de traiter plusieurs sujets de manière concomitante ou consécutive. Ce qui fait que, à mon sens, c'est une priorité, c'est que ce qui se passe aux États-Unis a révélé la fragilité de ce droit. Vous savez, Ruth Bader Ginsburg, qui était la grande avocate aux États-Unis, qui a porté justement ce droit à l'IVG, disait, je crois que c'est une quinzaine d'années, elle disait « maintenant c'est acquis et c'est irréversible ». Elle ne pensait pas que la Cour suprême reviendrait un jour sur ce qu'elle avait décidé auparavant. Donc on sait que ce n'est pas irréversible. La Pologne a connu une période pendant laquelle, du temps des pays communistes, le droit des femmes à l'avortement était absolument garanti et aujourd'hui il est totalement restreint, voire même interdit. Donc aujourd'hui c'est une nécessité, pour ne pas placer la réponse en termes de priorité, nous devons le faire. J'anticipe peut-être une question qui va être posée aussi, c'est pourquoi le faire puisqu'il n'est pas menacé en France aujourd'hui? Eh bien, pourquoi le faire au moment où il n'est pas menacé? Parce que c'est le bon moment pour le faire. Quand nous avons le rapport de force, quand l'opinion nous soutient, le moment où on va se dire le droit à l'avortement est menacé sera trop tard, nous n'aurons plus le rapport de force pour l'inscrire dans la Constitution. Donc il faut faire les choses quand les conditions politiques s'y prêtent, et aujourd'hui elles s'y prêtent. Donc normalement, si cette PPL est adoptée, il y aura normalement la nécessité des 3/5e, si je ne me trompe pas. Non, c'est un référendum. C'est un référendum. Voilà. Donc vous êtes pour un référendum? Alors, il y a deux procédures de réforme de la Constitution. L'un qui est par la proposition de loi et l'autre qui est par les projets de loi. Quelle est la différence entre une proposition de loi et un projet de loi? Une proposition de loi est d'initiative parlementaire, député ou sénateur. Un projet de loi est de l'initiative du gouvernement. Ces deux procédures de révision ne sont pas identiques puisque la procédure de révision de la Constitution par le Parlement, par l'initiative parlementaire, doit déboucher sur un référendum, alors que le gouvernement a la possibilité de convoquer le Congrès pour avaliser une réforme constitutionnelle. Nous avons déposé des propositions de loi parce que c'est notre marge de manœuvre, c'est notre façon d'agir en tant que parlementaire. Pour autant, moi je crois que, et c'est ma demande que j'ai exprimée déjà à plusieurs reprises et que je exprimerai de nouveau dans les jours qui viennent, je demande au gouvernement de prendre la main sur cette affaire, de déposer un projet de loi et de porter le processus de révision constitutionnelle. Je ne crois pas qu'il soit utile et même positif de déclencher un référendum sur la question de la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Non pas que j'ai peur de le perdre, mais si on peut faire sans référendum, c'est mieux. Et vous pensez qu'il y aura la majorité des 3/5e? Je pense que tout projet de loi qui rentre en discussion doit convaincre ceux qui ne le sont pas au départ. Mais je me dis qu'effectivement, j'ai bien entendu un certain nombre de collègues parlementaires, et particulièrement dans le camp LR, dans la droite des Républicains, qui pensent que ce n'est pas utile. J'espère que l'opinion et même leurs propres électeurs, qui sont favorables à cette inscription dans la Constitution, vont les convaincre qu'il ne serait pas bien de leur part de s'y opposer. On nous demande, pensez-vous que les 89 députés FN vont obstruer votre PPL? Je n'en sais rien. Et les 89 députés RN viennent d'arriver à l'Assemblée nationale. On connaît certains de leurs porte-parole. On étudie les biographies de ceux qu'on ne connaissait pas, le plus grand nombre. Je sais qu'il y a parmi eux de nombreux activistes
anti-IVG, des vieilles militantes d'extrême droite, des historiques militants d'extrême droite rentrés au Front National du temps de Jean-Marie Le Pen, activistes dans les mouvements anti-IVG. Je pense que leurs convictions sont assez affirmées. J'ai entendu que Marine Le Pen, pour sa part, avait été plus prudente et n'avait pas d'ores et déjà annoncé qu'elle s'y opposerait. Je crois que ce sera l'occasion de voir qui sont-ils exactement et qui se cache derrière les bonnes manières et l'envie de respectabilité qui manifestent aujourd'hui les députés RN, alors que cette envie de respectabilité se heurte tout souvent à leur propre passé individuel et collectif. On se souvient de Louis Alliot face à Pascal Clark qui parlait d'IVG de confort. Voilà. On se souvient de cet échange, en tout cas moi qui m'a marqué dans ma jeunesse passée. Oui, et c'est un terme qu'on a souvent entendu dans la bouche de l'extrême droite. Oui, qu'on entend toujours dans la bouche de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en France, le rapport de force est quand même très favorable et il ne cesse de monter jusqu'à présent. À chaque enquête d'opinion, chaque sondage, les supporters, les gens favorables au droit à l'IVG sont plus nombreux qu'au sondage précédent. Donc l'extrême droite est quand même aussi un peu adaptée au réel. Et parmi ses électeurs, il y a probablement beaucoup d'hommes et de femmes attachés au droit à l'IVG. Donc ils font un peu attention. Mais le fond de leur pensée, pour beaucoup d'entre eux, c'est celui des catholiques traditionnalistes, des fondamentalistes et de l'opposition IVG. Et j'ai entendu, moi, Marion Maréchal Le Pen dans l'hémicycle au moment où j'ai défendu la loi sur le délit d'entrave à l'IVG, la loi condamnant le délit d'entrave à l'IVG. J'ai entendu Marion Maréchal Le Pen nous parler effectivement d'avortement de confort, comme si elle ne maîtrisait pas ou ne mesurait pas l'oxymore qu'il y a entre avortement et confort. L'avortement est une nécessité pour les femmes qui y recourent, mais ce n'est pas un moyen de contraceptif et c'est vraiment de la propagande anti-IVG que de raconter que les femmes choisissent d'avoir comme contraception l'IVG. C'est des propos qu'on entend, moi je sais, le 24 juin, j'ai zappé par grand malheur sur CNews, c'était assez affolant certains propos qu'on pouvait entendre. C'est pas son corps, son choix, l'homme a le droit de citer, ça parlait de bébé au lieu de fœtus, c'était bonne ambiance. Vous pensez que des chaînes comme CNews ou comme Valeurs Actuelles, d'ailleurs, il y a une tribune qui vient d'être publiée dans Valeurs Actuelles sur le sujet que je vais montrer tout de suite. Donc, évidemment, Christine Boutin, il faut lire cette tribune pour comprendre les fondements réels du droit à l'avortement, comment soutenir un droit fondamental et sociétal qui trouve ses racines dans le mensonge, avec le mensonge du droit à l'avortement, publié, vous voyez, dans Valeurs Actuelles, le journal Mais non, ça ne bonne pas. Hein. Non, ça ne bonne pas. Non. Donc voilà, par Grégor Pupink, voilà, que je ne connais pas. On va voir s'il y a des gens qui l'ont signé. Mais qui ne gagne sûrement pas à être connu d'ailleurs. C'est ça. Est un juriste et essayiste français, directeur d'un think tank chrétien conservateur. Voilà. Cette tribune a été rédigée et prononcée en anglais au Parlement européen mardi 5 juillet au matin à l'occasion du débat sur l'arrêt DOPS qui a été voté du coup sur inscrire dans le droit européen le droit à l'IVG. Qu'est-ce que vous en pensez des tribunes comme ça, relayées par des politiques français comme Christine Boutin, qui, rappelons-le, a été ministre, donc des postes... Oui, les activistes, les mouvements anti-IVG n'ont jamais désarmé. Ils n'ont jamais annoncé. Ils ont pignon sur rue avec des associations, des fondations. Je pense en particulier à la Fondation Jérôme Lejeune, qui est une fondation à la fois qui travaille sur la recherche chromosomique, mais qui en même temps est une fondation qui structure le lobby anti-IVG, les activistes anti-IVG. Ils n'ont donc jamais accepté, ils n'ont jamais renoncé, ils sont très minoritaires. Les combats de la Manif pour tous leur ont redonné de l'énergie et de la visibilité. Ils ont mobilisé une nouvelle génération contre le droit à l'IVG et ils en font un combat éternel. Pourquoi je dis un combat éternel? C'est parce que nous, on mène un combat qui est un combat de droit des femmes, qui est un combat concret. Pourquoi on mène le combat sur le droit à l'avortement et l'égal accès à l'avortement? Parce que nous savons que là où l'avortement est interdit, les femmes y recourent quand même, malgré l'interdiction. Et elles le font dans des conditions qui sont des conditions sanitaires dangereuses pour elles-mêmes. Et il y avait des morts, des femmes mouraient
à l'occasion des avortements, parce qu'elles déclenchaient des hémorragies, les conditions sanitaires n'étaient pas respectées, il y a des stérilités, bref, il y a d'immenses dangers aux avortements clandestins. Eux, ils ont une autre motivation, ils sont poussés par autre chose, c'est Dieu qui leur dit de combattre l'avortement. Donc, dès lors qu'ils portent la parole de Dieu sur l'avortement, ils sont difficiles à convaincre. Oui. Même s'il y a quelque chose de totalement paradoxal et même mensonger, parce que je vois que la tribune s'appelle le mensonge du droit à l'avortement, mais moi je pourrais faire une tribune qui s'appellerait le mensonge du combat pour la vie. Parce que ce combat pour la vie, c'est le combat pour la mort des femmes qui avorteront dans des conditions illégales et dangereuses. Parce qu'en fait, on le sait, quand une femme ne veut pas garder un enfant, quand elle ne veut pas mener une grossesse à son terme, elle va se débrouiller par 1001 façons pour pouvoir avorter. Et ces 1001 façons sont aussi des façons extrêmement dangereuses pour elles. Elles vont mettre leur vie en danger. Elles ont mis leur vie en danger. D'ailleurs, dans la loi Veil, dans le débat 74-75, Simone Veil a beaucoup insisté à cette époque sur la nécessité sanitaire de légaliser l'avortement pour mettre fin aux avortements clandestins. Donc, ces gens ne mènent pas un combat pour la vie, ils mènent un combat pour la mort des femmes qui avorteront malgré eux. Et on voit la une de Libération du 27 juin, liberté, égalité, IVG, avec cette main ensanglantée et j'ai oublié le mot, et un ce cintre. cintre. Voilà, Ah oui, c'est le cintre. Le cintre est le symbole du droit à l'avortement parce que parmi les techniques d'avortement clandestin auxquelles les femmes ont recouru et recourent encore dans un certain nombre de pays du monde, il y a le fait d'aller chercher l'embryon ou le fœtus avec un cintre. Je ne vais pas plus loin, je vous laisse imaginer dans la simple utilisation du cintre ce que ça peut signifier comme ravage pour elles. Et donc c'est pour ça que nous, les féministes, nous utilisons le cintre pour dire voilà ce que c'est l'avortement clandestin. C'est le cintre. Et voilà là où vous poussez les femmes. Et justement, vous parliez du droit des femmes. Vous avez été ministre des droits des femmes. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? D'abord de secrétaire d'État et ensuite de ministre. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait eu un changement d'intitulé pour votre poste. C'était plus ministre de la famille, mais ministre des familles. Absolument. En fait, j'étais d'abord secrétaire d'État personnes âgées et familles. Ensuite, secrétaire d'État personnes âgées, familles et enfance. J'avais proposé au président de la République de rajouter l'enfance dans la titulature. C'est le mot qu'on donne pour le titre de ministre. Et ensuite, quand je suis devenue ministre de plein exercice, j'ai renoncé aux personnes âgées et j'ai porté les droits des femmes à la place. D'abord, peut-être une chose. Moi, j'étais ministre des droits des femmes. Après moi, je n'ai vu que des ministres ou des secrétaires d'État ou des ministres délégués chargés de l'égalité femmes-hommes. Je pense que cette évolution de vocabulaire dans le titre n'est pas neutre. Il n'y a pas d'égalité entre les femmes et les hommes sans poser, reconnaître et faire progresser les droits spécifiques des femmes, et en particulier les droits sexuels et reproductifs. Donc un bon titre serait peut-être des droits des femmes et de l'égalité, parce que les deux ne sont pas dissociables, et l'égalité en fait est un champ restreint par rapport aux droits des femmes. Voilà, je voulais dire ça. Après, vous me demandez quelle expérience, qu'est-ce que je retire de ce moment de vie. D'abord, une certitude, c'est que s'il n'y a pas une ou plusieurs ministres féministes courageuses, engagées, tous ces sujets-là sont considérés, comme on disait au début de l'émission, comme n'étant pas prioritaires. Il y a toujours quelque chose de plus important que de s'occuper des droits des femmes. Toujours quelque chose de plus important que s'occuper de l'égalité. C'est vrai que pendant ce temps-là, il y a la guerre en Ukraine, il y a des déficits publics, il y a les services d'urgence. D'ailleurs, le droit des femmes pendant la guerre est notamment très important, avec les viols de guerre qui sont des crimes. Absolument, les viols de guerre, l'impossibilité pour les femmes ukrainiennes qui se retrouvent en Pologne, exilées en Pologne, d'accéder à l'avortement parce qu'elles sont dans un pays qui l'interdit. Donc il y a effectivement une dimension spécifique de la manière dont les femmes sont victimes dans la guerre, les viols de guerre, les viols punitifs, puisqu'on sait que le viol de guerre a pour fonction de marquer le corps d'un peuple. Il y a une dimension génocidaire dans les viols de guerre.
Et donc, je reviens à ce que je disais il y a un instant, il y a toujours quelque chose de plus important, et donc il faut un ministre, enfin une ministre, d'ailleurs pas un ministre, une ministre chargée de ces sujets, qui soit vigilant sur deux choses. D'abord, la progression des droits des femmes, les outils de l'égalité, et enfin, l'interministérialité des sujets. La difficulté de ce ministère, c'est que les leviers sont beaucoup ailleurs. C'est-à-dire que nous avons besoin que le ministère de la Justice, par exemple, prenne en compte la lutte contre les violences faites aux femmes, la question de la manière dont les violences sont ou non prises en compte dans les procédures de divorce dans la justice civile, la manière dont sont traitées les plaintes des femmes qui dénoncent des violences sexistes, sexuelles, des viols. Nous avons besoin d'une grosse mobilisation, d'une forte mobilisation du ministère de la Justice. Nous avons besoin d'une forte mobilisation du ministère de l'Industrie, par exemple. Aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, mais nous observons qu'il n'y a pas plus de femmes dans les grandes écoles d'ingénieurs qu'il y en avait il y a 25 ans. On plafonne entre 15-16% dans les candidates, dans les femmes, dans la proportion de femmes qui se présentent au concours à Polytechnique, Centrale, dans toutes ces grandes écoles. Or, si les femmes n'investissent pas les écoles d'ingénieurs, nous manquons déjà d'ingénieurs, mais nous en allons manquer encore davantage. Donc nous avons besoin des femmes pour redresser le pays, pour les activités économiques. Et si vous n'avez pas un ministre de l'Industrie, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui est conscient du handicap que nos sociétés s'infligent par l'absence de femmes dans toute une série de filières, eh bien, nous ne progresserons pas collectivement. Donc, porter les droits des femmes et l'égalité, c'est porter des ambitions qui concernent tout un gouvernement. Et souvent on dit, mais le Premier ministre ou la Première ministre, elle va aussi porter ça avec la transition écologique. Mais la réalité n'est pas vraie, parce que à Matignon aussi, il y a des priorités. Donc c'est un ministère qui est indispensable, qui doit être très fort, et je pense qu'il devrait être mis au même plan que la dimension interministérielle de la transition écologique. C'est-à-dire que la transition féministe de nos sociétés est une urgence, pas simplement pour venir en aide aux femmes qui souffrent du patriarcat, des violences, des inégalités économiques, c'est une nécessité pour que notre société avance. On ignore les gisements et les leviers de transformation de la société qui résident dans la pensée et les propositions féministes. Et vous, justement, vous avez été ministre période pré-MeToo, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous trouvez que ça change, peut-être pas assez rapidement, mais que le bateau commence enfin à changer d'angle, à changer d'axe? Non, mais il est évident que MeToo a lancé, a imprimé un tournant exceptionnel. Il y a avant et il y a après MeToo. C'est-à-dire qu'à partir de MeToo, ce que nous savions dans les cercles féministes investis sur les violences conjugales ou les violences sexistes est devenu visible pour toute la société. Donc il y a une prise de conscience. Moi j'ai vu beaucoup d'hommes qui m'ont dit mais je ne savais pas que c'était ça la vie des femmes. Voilà. Parce que les femmes en parlent peu en fait, parce qu'elles racontent pas qu'elles ont peur le soir dans la rue quand il fait nuit, ou elles racontent pas non plus qu'elles ont peur quand elles rentrent dans le bureau d'un patron qui les regarde avec un air gourmand et qui va refermer la porte derrière elles, qu'elles se demandent elle est où l'issue de secours. Beaucoup d'hommes ne pratiquent pas ces intimidations sexistes à l'égard des femmes. Beaucoup d'hommes ne se comportent pas en prédateurs. Donc ceux-là ne savent pas forcément ce qu'il en est de la vie des femmes. Donc MeToo a déjà permis de rendre visible ce qui était invisible auparavant. Pour autant, on est loin d'être arrivé au bout du chemin, disons la vérité. Je trouve que mes successeurs n'ont pas suffisamment profité de l'élan de MeToo, de la mobilisation que MeToo a généré dans la société, de la disponibilité de la société
pour aller beaucoup plus loin dans les transformations et aussi les moyens mis à disposition de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est Isabelle Rome, hein, si je ne me Isabelle trompe pas, Rome, elle qui vient est, juste d'arriver. Je lui fais le crédit de sa volonté de transformation. Je ne peux pas la juger aujourd'hui sur un bilan qu'à 15 jours. Non, Et bien sûr. je sais qu'elle est très, très motivée. J'espère qu'elle pourra se faire entendre et qu'elle obtiendra de ce gouvernement les moyens nécessaires dans la justice en particulier, dans l'accueil des femmes victimes de violences également, dans les moyens qui sont donnés dans la prévention aussi. Voilà, tout un ensemble. Il y a 1 milliard d'euros à trouver pour accompagner réellement et prévenir les violences faites aux femmes. Oui. C'est vrai que, pour parler à titre personnel, je sais, de par une expérience personnelle, qu'effectivement, le traitement des policiers pour des affaires d'agression sexuelle, à une époque, en 2015, c'était scandaleux. Enfin, Je sais. c'est très compliqué. On a 2 questions pour vous dans le chat. D'abord, la première, concrètement, quelle piste auriez-vous pour féminiser les professions d'ingénieur? Et l'autre, peux-tu, en me parlant, demander à Madame Rossignol si elle voit une amélioration possible sur le traitement des femmes avec l'OFRA ou le HCR? D'accord. Ok. Sur les écoles d'ingénieurs, il faut d'abord qu'on arrive à comprendre pourquoi les jeunes femmes ne se présentent pas au concours, parce que c'est pas qu'elles se font éliminer à la sortie du concours. Quand elles passent le concours, elles le remportent dans les concours d'entrée, elles les remportent dans les mêmes proportions que les hommes, peut-être même un peu plus, mais elles ne se présentent pas au concours. Probablement, mon intuition, c'est que les classes de prépa des écoles d'ingénieurs, les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles, et ensuite le milieu de l'industrie donne une image qui est une image extrêmement défavorable à l'inclusion des femmes dans ce milieu. Et les femmes qui se protègent quand même un peu et qui ont les moyens de faire passer ce genre de concours vont choisir d'autres voies où elles se sentiront plus à l'aise, moins mises en cause, avec moins d'hostilité. Vous savez, on disait il y a un instant, MeToo a incontestablement changé quelque chose de positif, mais on assiste aussi aujourd'hui à une réaction, à une résistance qu'on appelle le backlash, la revanche en anglais, qui est le fait que les masculinistes, alors j'emploie des mots qui sont les mots du vocabulaire un peu militant, mais c'est les hommes qui défendent les privilèges de leur condition d'homme, s'organisent. Éric Zemmour en était le porte-parole très clair pendant avec Damien Rieu aussi. Voilà, il était le candidat à l'élection présidentielle qui portait cette ligne masculiniste, qui disait voilà, ça suffit les femmes. Maintenant, il faut qu'elles retournent à la cuisine, qu'elles retournent à la maison, qu'elles fassent des enfants parce que c'est leur fonction naturelle. Et lorsque les femmes ont quitté cette fonction naturelle, elles ont déstabilisé la société. Et tout ce qui va mal dans la société aujourd'hui est de la responsabilité des féministes. Il était vraiment celui qui donnait une forme politique à ce discours-là et qui permet à des hommes de se retrouver. Ces mouvements-là existent aussi aux États-Unis et au Canada, on les a bien identifiés. Donc il ne faut aussi pas non plus sous-estimer le fait que dans un certain nombre de milieux exclusivement masculins, dans lesquels les hommes exercent le pouvoir seuls et dans lesquels il y a de la compétition entre les hommes, qui sont un monde de l'entreprise, qui est un monde dur pour les compétiteurs internes, il y a un enjeu économique à exclure les femmes. Donc, comme en politique. Mais comme en politique, exactement. Alors en politique, maintenant, c'est transparent, tout se voit. Tout ce qui se passe en politique se voit. On se souvient d'ailleurs l'excellent documentaire de Cyril Eldin, Match Politico. Je crois que vous avez interviewé. Oui, tout à fait. Qu'on embrasse d'ailleurs, Cyril. Bonjour Cyril, que je ne vois moins. Il a une émission littéraire désormais. Voilà, il a une émission littéraire. Avant, j'ai connu Cyril Eldin avec son micro à la porte des réunions pour essayer de nous faire dire une chose qui allait amuser les spectateurs. Et donc oui, en politique, ça se voit, tandis qu'il y a des milieux dans lesquels on n'a pas encore braqué les projecteurs. Donc il y a plusieurs solutions qu'on étudie et j'espère que la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche va elle-même provoquer des enquêtes et essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il faut des quotas
dans les écoles, des quotas dans les prépas, des quotas au concours des grandes écoles? Est-ce qu'il faut restaurer des écoles non mixtes? Ça peut être une solution. Alors, c'est complètement... ça va faire polémique si c'est proposé. Ça va faire polémique. Et puis en plus, c'est totalement contre-intuitif par rapport à ce qu'on a nous-mêmes défendu sur la nécessité de la mixité pour l'égalité scolaire, universitaire et professionnelle. Mais ça, c'était il y a 50 ans. Et 50 ans après, on peut évaluer là où ça marche, dans toute une série de professions, et là où ça ne marche pas. Malgré l'égalité proclamée et la mixité, on n'arrive pas à rendre des filières mixtes. Donc, je pense que ces hypothèses doivent être discutées et que j'attends surtout une vraie volonté politique des ministres en charge industrie, enseignement supérieur, recherche de ce sujet avec peut-être des dispositifs expérimentaux dans un premier temps. En fait, sur ces questions de société, juste je conclue sur cet aspect, sur ces questions de société, il y a à la fois, il y a deux facteurs. Il y a un premier facteur qui est la volonté politique et les outils de politique publique qu'on peut mettre en place. Et puis il y a aussi ce que les individus, par eux-mêmes, produisent. C'est-à-dire que sur ces questions de société, on n'est pas dans une dictature. La société produit elle-même des évolutions. Donc il y a besoin d'évaluer les outils de politique publique parce que la société parfois ne réagit pas comme on l'a anticipé. Elle produit ses propres solutions ou ses propres rétractations. Donc voilà, il faut expérimenter des choses et puis évaluer en permanence. Mais ce qu'il faut surtout, c'est vouloir. Bon, ça réagit beaucoup dans le chat. Il y a Arthur qui nous dit: faut beaucoup de choses se passent en politique sans que les gens le sachent. J'en suis témoin, il est militant La France Insoumise dans le sud de la France. Et moi, j'aimerais aller plus loin pour les personnes, les hommes ou les femmes qui sont témoins ou qui entendent des histoires d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire aux témoins de ces choses-là? Je peux vous dire ce que je fais moi. Je vais biaiser un peu. Je peux vous dire ce que je fais moi. Je suis effectivement assez fréquemment saisie de témoignages de violences sexuelles, sexistes et aussi de maltraitance sexuelle sur des enfants dans le cadre de conflits familiaux. J'ai pris pour habitude de transmettre systématiquement au procureur. Mais parce que je suis une responsable publique et donc l'article 40 du Code pénal est pour moi, un article pénal ou procédure pénale, j'ai un doute, est pour moi utile. C'est-à-dire je transmets systématiquement au procureur et le parquet après voit s'il doit aller plus loin ou pas. Et que faire quand on est témoin? La première chose, c'est de parler avec la victime. Moi, j'ai été frappée dans ma vie que dans des affaires de ce type, en fait, on s'intéresse beaucoup plus à l'auteur qu'à la victime. C'est bien de s'intéresser à l'auteur parce qu'il faut qu'il arrête ou qu'il soit sanctionné selon les situations, mais on considère que la victime va supporter, qu'elle a le cuir dur, quoi, et que les femmes en ont vu d'autres et qu'elles sont habituées d'un certain point de vue. Voilà, c'est ça qu'on entend, c'est que les femmes sont habituées. Donc il faut déjà parler avec les victimes et surtout, il y a une chose qui est importante quand on parle avec une victime, c'est de bien la mettre dans une réflexion qui lui permet de formaliser, élaborer, mettre des mots sur son statut de victime. Trop souvent, les femmes pensent que quand il leur arrive une tentative de viol, une agression sexuelle, un comportement vraiment agressif à leur égard, elles sont en partie responsables. Que c'est un peu de leur faute, elles n'avaient qu'à pas se trouver là à ce moment-là, elles n'avaient qu'à pas être habillées à ce moment-là, que peut-être elles ont été mal comprises, qu'elles ont été gentilles et qu'en étant gentilles, l'homme en face a pu croire que ça valait un début de consentement, et puis qu'à la fin, de toute façon, en tant que femme, c'est notre lot. Voilà, c'est arrivé à nos mères, à nos grands-mères, et c'est notre lot que ça nous arrive aussi à toutes, ça fait partie de la vie des femmes en fait. Voilà, on a été formatés à penser que l'agression sexuelle fait partie des risques de la vie des femmes et que c'est un miracle de traverser une vie de femme en entier sans être victime ou confrontée. Donc déjà, il faut lui faire comprendre qu'elle est victime et qu'elle est victime d'un comportement qui est soit moralement répréhensible, soit pénalement répréhensible. S'il est pénalement répréhensible, il faut les aider à saisir la justice et
Mais je comprends que beaucoup hésitent parce que le plus souvent, on leur dit c'est parole contre parole, vous avez des preuves et c'est classé sans suite. Donc, il faut les pousser quand même à porter plainte parce que j'ai un peu l'impression que plus il y aura de plaintes, plus la justice sera obligée de les traiter différemment. Voilà. Plus la justice sera confrontée avec la nécessité de changer sa pratique judiciaire, et elle le fait déjà. De nombreux parquets et procureurs le font déjà. On entend même, par exemple, que des faits qui sont prescrits, eh bien, la justice maintenant entend les victimes de faits prescrits parce qu'il est important qu'à un moment donné, la justice les écoute et que les victimes sachent qu'elles ont été écoutées. C'est d'ailleurs le mot d'ordre du gouvernement d'Elisabeth Borne, porter plainte, je dis aux victimes de porter plainte. Mais quand j'ai fini de dire ça, justement, vous me donnez l'occasion de répondre là-dessus, il faut aussi entendre les victimes qui ne veulent pas porter plainte parce qu'elles pensent qu'elles vont passer dans une machine à broyer et qu'elles ne veulent pas y aller. Et j'ai un gros désaccord avec le gouvernement. La manière dont les choses se sont exprimées autour de l'affaire Abad, par exemple, même si à la fin, d'un certain point de vue, ça finit bien, entre guillemets, ça finit par le fait qu'il n'est plus au gouvernement. Mais on ne peut pas dire que n'existe en termes de violence sexuelle que ce qui a été reconnu, validé et sanctionné par la justice. Justement parce qu'on sait qu'en marge de l'exercice de la justice, il y a tout un territoire où la justice n'est pas et qui est un territoire de violence sexuelle non dite, non reconnue, non sanctionnée et qu'il existe. Et on le sait très bien. Donc on ne peut pas renvoyer les femmes à porter plainte, sinon ça n'existe pas. Si vous ne portez pas plainte, ça existe quand même. Très bien. On va passer rapidement du coup à notre sujet, la Cour suprême. Êtes-vous pour? Je vais juste vous faire réagir. Donc vous voyez pour l'instant on est à 70% de pour, 30% de contre. Je vais juste vous demander de réagir à quelques argumentaires, notamment ceux qui sont les plus applaudis, puisque sur notre plateforme on a les arguments, on peut voter. Donc on a Montecuisto qui dit: s'agissant d'un droit humain avant tout, celui de disposer de son corps et de sa personne, et de la Constitution étant la loi des lois, elle devrait garantir qu'aucune loi inférieure ou non constitutionnelle ne puisse porter atteinte à un droit humain et donc à l'IVG. C'est bien, je suis d'accord avec lui. Je vois aussi les comptes, peut-être vous voulez les exprimer. Je voulais dire les deux, voilà, les plus likés. Voilà. L'avortement n'est pas un droit mais une tolérance face à un échec, CF la loi Veil de 75. Un non-droit ne s'inscrit pas dans la Constitution, comme on pourrait par contre inscrire l'accueil de l'immigrant. Oui, je vois un peu ce qu'il veut dire. L'avortement n'est pas un droit mais une tolérance face à un échec. Je participe pas. Enfin, c'était le discours de Simone Veil. Oui, mais il faut. Les gens pas forcément anti-IVG, mais les plus réticents à améliorer l'accès à l'IVG prennent toujours la loi Veil comme étant la référence intangible et éternelle. Il faut se rappeler le contexte de la loi Veil. Quand Simone Veil vient devant le Parlement avec son projet de loi, elle est minoritaire dans l'hémicycle. C'est-à-dire que la droite, qui est majoritaire à ce moment-là dans l'hémicycle, puisque c'est le gouvernement Giscard, est majoritairement hostile à l'avortement. Et c'est pas la droite de 2022. C'est pas la droite de 2022, d'une part, encore que la droite de 2022, la droite de 2022, je peux vous parler de la droite de 2021. Celle de 2022, je ne l'ai pas encore vue à l'œuvre, mais celle de 2021, comme d'ailleurs celle de 2002, comme d'ailleurs à chaque étape. Alors je finis sur la loi Veil et je vais revenir sur votre question. Donc la loi Veil est une loi de compromis. C'est-à-dire que Simone Veil, pour arriver à faire passer sa loi, s'appuie à la fois sur la gauche, qui va lui apporter un volume de voix important, mais aussi elle va passer des compromis avec sa propre majorité. Et ce compromis, c'est effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, de dire que le droit à l'avortement est avant tout un droit pour mettre fin, est une dépénalisation pour mettre fin aux avortements clandestins. C'est pour sauver les femmes des avortements clandestins. Il va y avoir dans la loi Veil toute une série de compromis. Par exemple, pas d'avortement pour les mineurs sans autorisation parentale, vous imaginez bien qu'il y a quand même une difficulté. La clause de conscience des médecins, l'exigence d'une condition de détresse sociale, les 2 entretiens successifs pour voir si la femme qui vient demander un IVG est bien toujours d'accord 8 jours après pour demander une IVG, au cas où elle aurait fait cette demande d'IVG sur un coup de tête. Donc il y a toute une série de verrous dans la loi Veil que Simone Veil est obligée d'introduire pour obtenir une majorité. C'est les concessions qu'elle fait à la droite de 74. Et elle le voit même dans son discours. C'est un discours qui est fait pour rassurer la droite. Absolument.
Donc, elle ne pose pas la question de l'IVG comme d'un droit, elle pose la question comme d'une mesure sanitaire nécessaire pour mettre fin aux avortements clandestins. Nous avons beaucoup évolué depuis. Et en particulier, et je reboucle avec la question de la droite, nous avons progressivement supprimé la majorité de ces conditions restrictives. Les mineurs peuvent avorter sans l'autorisation des parents, simplement avec un adulte de référence. La condition de détresse sociale a été retirée, etc. etc. La droite parlementaire n'a voté aucune de ces modifications de la loi Veil. Donc, ils en tiennent pour la loi Veil sous sa forme la plus restrictive. Et ils sont à chaque fois hostiles à l'amélioration de l'accès à l'IVG, parce que dans l'accès à l'IVG, il y a le droit et il y a la pratique. Et la pratique nous pose des problèmes aussi, puisque en France, l'égalité d'accès n'est pas assurée aux femmes. Selon si vous habitez près d'un CHU ou loin d'un établissement hospitalier, si les maternités ont fermé autour de vous, votre distance d'accès à l'IVG ne va pas être la même. Et ça compte, les kilomètres, c'est du temps. Et le temps, ça compte dans le recours à l'IVG. Donc, je ne partage pas cette idée que l'avortement est une tolérance. L'avortement est, comme la contraception, un des éléments des droits sexuels et reproductifs des femmes, c'est-à-dire des droits à maîtriser la maternité dans leur vie. Voilà. Sinon, il y a un autre argument contre qui je ne vois pas ce que se ferait dans la Constitution, dont l'objet n'est pas d'inclure toutes les lois du Code civil, mais de définir notre système de gouvernance. Arrêtons de singer les Américains qui vivent dans un autre système, cela devient ridicule. C'est vrai que ce côté singer les Américains, la réaction de l'émotion, comme on dit souvent, la législation de l'émotion, c'est un argumentaire qui revient beaucoup. Oui, enfin, quand il s'agit de mobiliser tout le monde et d'agiter la menace wokiste, les woke qui vont totalement déstructurer la pensée française, parce qu'aux États-Unis, on en constate les conséquences, alors là, tout le monde est d'accord pour singer les Américains. Mais quand il s'agit de dire attention, ce qui se passe aux États-Unis en matière de recul sur le droit à l'IVG, personne n'est à l'abri de vivre la même chose, alors là, subitement, il faut se dissocier des Américains. Mais surtout, c'est que constitutionnellement, cet argument n'est pas valable. La Constitution, ce n'est pas que la Constitution de 58. C'est ce qu'on appelle le bloc constitutionnel. Le bloc constitutionnel, c'est l'ensemble des textes auxquels le Conseil constitutionnel se réfère pour identifier et juger si une loi est conforme ou non à ce bloc constitutionnel. Le bloc constitutionnel, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 46, la Constitution de 58 et la charte environnementale introduite par Chirac, qui est un texte à part, qui n'est pas inséré dans la Constitution, qui est à part et qui fait partie du bloc constitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a, comme le dit un autre de nos auditeurs, qui a valeur constitutionnelle et qui va s'imposer aux lois inférieures. Dans la proposition, et au début on m'a demandé pourquoi autant de propositions de gens qui sont... Il y en a 4 de gens qui sont assez proches les uns des autres. Dans ma proposition, dans celle que je porte avec ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie et mes collègues sénateurs socialistes, nous avons fait le choix de dire que la loi garantit l'égal accès à la contraception et à l'IVG et de l'introduire dans le préambule de 46. Le préambule de 46, c'est celui qui pose des droits fondamentaux. C'est là où on trouve par exemple le principe de l'égalité femmes-hommes, c'est là où on trouve le droit de grève. Donc nous n'avons pas fait le choix de la Constitution de 58 qui est effectivement un texte d'organisation des pouvoirs, mais nous avons fait le choix du texte de référence des droits fondamentaux, c'est-à-dire le préambule de 46. Et je trouve que notre rédaction est meilleure, mais c'est un peu elle est meilleure sur le plan d'esthétique juridique, d'esthétique légistique. Je trouve que notre proposition est meilleure que les autres parce qu'elle pose le droit à la contraception et à l'IVG là où il doit être, dans les droits fondamentaux. Là, on voit effectivement que vous, dans votre proposition, c'est après le 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 46, il est inséré 3-1 ainsi rédigé. La loi garantit l'accès égal à la contraception et à l'interruption volontaire de la grossesse. Si on voit celle de vos collègues du PCF, donc Eliane Assassi, Laurence Cohen, Cécile Cukierman, c'est dans l'article 34 de la Constitution, de la mise en œuvre du droit à l'interruption volontaire de la grossesse. Chez Aurore Berger, La République
D'accord, bah, la page n'apparaît pas de souci. Je sais comment. Voilà. Je peux vous le dire comment il faut. Ah bah allez-y. Si vous voulez. C'est après l'article 66, où il y a deux articles. Vous l'avez, ça y est? Voilà, on l'a là. Alors juste, je dis où ça s'insère. Il y a auparavant un article qui dit nul ne peut être arbitrairement détenu, et un qui dit nul ne peut être condamné à mort. C'est-à-dire que c'est quand on a constitutionnalisé l'abolition de la peine de mort. Là, on dit nul ne peut être privé du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Alors, je suis ravie que Aurore Berger ait déposé cette proposition de loi. On est d'accord sur le fond. J'ai une petite interrogation sur l'utilisation du masculin générique nul ne peut être privé du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Le masculin générique me choque un peu parce que je pense que ça concerne quand même essentiellement les femmes. Sinon, on aurait pu mettre l'écriture inclusive. Sinon, on peut mettre de l'écriture inclusive, absolument, mais c'est un autre débat. On va s'épargner d'avoir 2 débats en un. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais comment vous dire, tous ces textes veulent la même chose. Donc, que le gouvernement prenne les textes, les propositions de loi, qu'il consulte le Conseil constitutionnel, des constitutionnalistes, des universitaires, tout ce qu'ils veulent, qu'ils décident laquelle est la mieux de nos rédactions et qu'il agisse. Je n'ai aucune coquetterie d'auteur sur aucun de ces textes. Et le fait qu'il y ait plusieurs textes montre qu'à la fois, il y a plusieurs voies rédactionnelles pour arriver au but que nous voulons atteindre et qu'on est tous d'accord sur le but. C'est quand même l'essentiel. Et sur le dépôt de la NUPES, le document n'est pas publié sur le site de l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas lire elle n'est pas encore. faite, quoi. Elle n'est pas faite. Mais mais très bien, ils peuvent encore prendre la nôtre. C'est ce qui serait le plus cohérent. Il y a eu un mini drama, et je mets des gros guillemets au Sénat. Éric Coquerel a annoncé hier à l'Assemblée vouloir lancer une commission sur McKinsey, etc. Et votre collègue Assassi a dit on l'a déjà fait au Sénat, les copains. Donc, voilà. Oui. On va juste vous faire réagir au sondage. On va avancer puisque il est déjà 12h24, donc ça va avancer vite. Mais du coup, à ce rapport des Français à l'avortement et à la question de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, donc c'est un sondage pour l'IFOP, pour la Fondation Jean Jaurès. On est obligé de le dire, sinon on se prend des procès, c'est pas ouf. Donc voilà, donc il y a 1009 personnes. Je suis très contente que vous citiez la Fondation Jean Jaurès, avec laquelle j'ai beaucoup de proximité. Donc 1009 personnes interrogées, donc la marge d'erreur est de 1,431, c'est-à-dire pour 5% ou 95% de réponses, la marge d'erreur est de 1,4, et pour du 50-50, la marge d'erreur est de 3,1, c'est toujours important de le préciser. Donc on a du coup ce sondage de manière générale, estimez-vous que l'autorisation de l'IVG par la loi française est, du coup moi s'il y a la caméra je vois pas, a une très bonne chose, une assez bonne chose, une mauvaise chose, une très mauvaise chose ou ne se prononce pas, eh bien on est à 83% qui jugent positivement l'autorisation de l'IVG en France, en progression de 4 points. Par rapport au sondage pour CSA Marie-Claire en 93, on voit que la part de ne se prononce pas reste la même de 7 points. Et on voit que l'électorat, les répondants qui sont sous la moyenne, eh bien, c'est celui d'Éric Zemmour, 75%, bon, c'est quand même une grande partie, 79% pour Valérie Pécresse. Et assez étonnamment, l'électorat de Marine Le Pen est devant celui de Jean-Luc Mélenchon. Bon, évidemment, dans la marge d'erreur, c'est très très serré. Et on voit que c'est l'électorat Yannick Jadot qui est le plus important avec 95%. Déjà une première réaction à ce chiffre. Mais il confirme ce que l'on sait, c'est-à-dire qu'il y a en France un taux d'adhésion extrêmement élevé au droit à l'avortement. Et dans la suite du sondage que vous allez probablement dérouler, on verra aussi qu'il y a un énorme soutien d'opinion à la proposition de constitutionnaliser le droit à l'IVG. Les Français, vraiment, on s'est battu pour avoir le droit à l'IVG. Et on dit toujours la loi Veil, mais on devrait l'appeler la loi Gisèle Halimi Simone Veil, parce que c'est à elle qu'on doit quand même la grande partie de la bataille. Vous êtes pour la panthéisation de Gisèle Halimi? Oui, tout à fait. Moi, je suis pour Gisèle Halimi de toute façon. Voilà. Et donc, ces batailles qu'on a menées, elles ont abouti et c'est devenu quasiment consensuel politiquement aujourd'hui l'accès à l'IVG. C'est-à-dire que les Français sont bien campés sur ce sujet-là. Profitons-en, parce que dans le sondage, il y a un petit élément quand même qui a attiré mon attention. Je ne sais pas s'il a attiré la vôtre. C'est que Moi, c'est l'âge qui me... C'est ça. Ce taux d'adhésion à l'IVG baisse chez les 18-24 ans. Or, d'un certain point de vue, s'il y a vraiment un âge où il y a besoin d'un droit à l'IVG, c'est quand même celui-là.
les 65 ans et plus sont favorables à l'IVG probablement parce qu'ils se sont battus, c'est un combat de leur vie, et puis aussi parce qu'elles savent ce que ça veut dire pour une femme. Et donc, c'est de la solidarité avec les jeunes générations pour les 65 ans et plus que d'être pour l'IVG. Et ça vous inquiète ou pas, justement? Oui, bien sûr que ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Je pense que ce serait intéressant de creuser un peu plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ce sondage-là en relation avec un autre sondage qui a été sorti il y a quelque temps sur, je ne sais plus si c'était peut-être l'Institut Montaigne, ou je ne suis plus sûre de qui l'avait sorti, qui disait que 51% des 18-24 ans disent croire en Dieu et qu'on n'avait jamais eu un score aussi élevé dans cette tranche d'âge-là depuis 40 ans. Donc, je ne peux pas empêcher de penser qu'il y a un lien entre les deux et que donc il y a un danger, bien sûr. Si ça régresse ainsi, les 18-24 ans d'aujourd'hui seront les 25-34 dans 10 ans. Et donc, si les générations suivent comme ça et que ça continue de baisser, il y a un danger. Et ça confirme d'ailleurs autre chose pour moi, c'est que la question de la liberté des femmes, de leur émancipation et de leurs droits est liée à la question de l'adhésion à la laïcité. Voilà. Parce que partout, ceux qui s'en prennent aux droits des femmes, ce sont les fondamentalistes religieux. Et partout, c'est au nom de Dieu que l'on enferme les femmes, qu'on les prive de liberté, qu'on les cache sous des tenues dites pudiques, qu'on leur interdit d'avoir la sexualité qu'elles veulent. C'est valable de l'Afghanistan aux États-Unis, c'est la même histoire. C'est l'œuvre de ceux qui croient, qui parlent au nom de Dieu, que de restreindre les libertés des femmes. Donc il y a un combat à mener, qui est aussi le combat pour la laïcité de l'État. C'est-à-dire chacun est libre d'avoir la foi qu'il veut avoir, mais les lois de l'État doivent être celles des êtres humains et non pas celles de Dieu. Dieu n'écrit pas de loi, ce sont les êtres humains qui écrivent des lois. On nous dit, au-delà du vote parlementaire, seriez-vous prête à mettre votre PPL sur notre plateforme pour la soumettre au vote des citoyens et leur proposer, pourquoi pas, d'ajouter des amendements à votre texte de loi? Je veux bien donner ma PPL à discuter. Est-ce que je suis prête à la mettre sur votre plateforme? Je ne sais pas, parce que... non, pourquoi je ne sais pas? Parce que la méthode de pétitionnaire est à la fois incluse dans la Constitution. Il y a une méthode pétitionnaire qui est identifiée. Et puis, mettre un texte en ligne à fin de pétition, ça suppose que ceux qui sont pour se mobilisent et que ça ne devienne pas l'outil de ceux qui sont contre pour dire dans 8 jours, regardez, moi avec mes potes traditionnalistes anti-IVG, on est arrivé à faire battre cette pétition. Donc ça se réfléchit parce qu'il faut être efficace, ne pas prendre de risques et ne pas permettre à nos adversaires de se saisir d'outils pour les détourner. Inès nous dit que ça s'appelle la démocratie. Non, mais c'est pas un problème de démocratie. C'est pas un problème de démocratie, c'est un problème d'efficacité sur un combat que je mène. Je le mène de manière démocratique puisque je le mène en tant que parlementaire et par la loi. Très bien. Et justement, on parlait de la religion tout à l'heure. On voit, regardez, dans le sondage de l'IFOP pour l'Institut de la Fondation Jean Jaurès, on voit les affiliations religieuses. On voit que les sans religion sont 86% à juger positivement l'autorisation de l'IVG. On voit que chez les catholiques, on est à 87, chez les autres religions 76, et parmi ces autres religions, les musulmans, 66% des voix. 66% le jugent positivement. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces chiffres? Ça m'évoque... alors, je pense que chez les catholiques, il y a un on distingue les pratiquants des non-pratiquants. C'est ça. Les croyants et religieuses, on est à... Voilà. Et on ne distingue pas chez les musulmans. C'est ce que j'ai cru voir dans le sondage. Je pense qu'il y a un gap qui est un gap important. Et je pense que c'est un gap d'autant plus important que je ne suis pas sûre que les textes disent quoi que ce soit. Je ne suis pas sûre qu'en plus... Je pense qu'il y a une extrapolation de la part des croyants par rapport à ce qui se dit dans les textes. Non, mais quand je vous ai dit, on a avec la jeunesse un vrai sujet à travailler sur la part respective des injonctions religieuses et de l'espace démocratique. Qui écrit la loi? C'est pas Dieu qui écrit la loi, c'est les hommes et les femmes qui l'écrivent librement et pas sous la dictée de Dieu. Très bien. On a du coup les autres parts, le soutien au droit d'avorter librement en France et dans différents pays.
La femme doit avoir le droit d'avorter librement, 78%. Une femme doit avoir le droit d'avorter seulement dans certaines circonstances, donc si la grossesse résulte d'un viol, danger pour la mère, etc. 13%. Une femme ne doit pas avoir le droit d'avorter, sauf si la grossesse met sa vie en danger, 3%. Et une femme ne doit avoir en aucun cas le droit d'avorter, un seul pourcent. Et vous ne souhaitez pas répondre, 5%. Et donc ça nous fait un total de du coup 78 totalement, et 78 plus 13, ça nous fait 91, si je suis bon en maths. Et on voit par rapport aux autres pays, on voit un sondage Ipsos de mai 2021, la Suède c'est 76% doit avoir le droit d'avorter librement. On voit qu'au Mexique c'est 25, aux États-Unis c'est 35, en Turquie c'est 43, en Russie 52. On voit qu'on est quand même dans le haut du panier. On est dans le haut des pays mobilisés. C'est pour ça que moi je suis favorable à ce que la France inscrive dans la Constitution le droit à l'IVG, parce que nous sommes un pays de référence pour les autres démocraties. C'est-à-dire que quand la France fait une avancée, on est tellement pris dans nos difficultés, dans nos propres... oui, c'est ça, on est tellement pris dans nos propres difficultés, je n'irai pas plus avant là-dessus, qu'on ne se rend pas compte à quel point notre pays a encore, en matière de droits des femmes et de droits de l'homme d'ailleurs, un rayonnement et est un levier pour les autres gens qui luttent ailleurs. Et nous devons le faire pour nous, et nous devons le faire pour toutes les autres, pour toutes ces femmes qui sont dans des pays où le droit à l'avortement n'est soit pas garanti, soit est menacé. Très bien. Et je crois qu'il y a encore un ou deux sujets. Personnellement, estimez-vous possible que le droit à l'IVG puisse être remis en cause dans un avenir proche en France ? 56% considèrent que c'est impossible, en baisse de 8 points depuis 1995. 31% considèrent que oui, c'est possible, en hausse de 3 points depuis 1995. Et on voit que les personnes très féministes disent 37% de oui, c'est possible. Qu'est-ce que vous évoque ce chiffre ? J'aurais bien voulu avoir le même, mais on ne l'a pas là, je crois, par affinité politique. Si on l'a. On les a là, positionnement. Donc là, c'est pour ceux qui pensent que oui, ça peut être remis en cause. On est à 41 chez ELV, 38 LREM, 36 LFI, 33 PS, 31 RN, 27 Reconquête et 19 LR. Et 35% chez les athées et moins chez les croyants ou chez les sans religion. Écoutez, il y a effectivement une partie de la population qui est inquiète, mais quand très féministe, il y a dans les courants féministes que je connais très bien une grande empathie et une compréhension internationale de ces grands mouvements. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose en Pologne ou aux États-Unis, on n'a pas parlé de tous les pays d'Amérique latine dans lesquels on a parlé du Brésil, mais quelle catastrophe. Le Honduras aussi, me semble. Le Honduras, non mais Bolsonaro. On a quand même aux États-Unis, au Brésil, dans Pologne et d'autres, des dirigeants politiques élus qui sont des adversaires militants du droit des femmes à disposer de leur corps. Et quand on voit que ces gens arrivent au pouvoir de manière démocratique, on se dit mais qu'est-ce qui nous protège d'avoir nous aussi un Trump, un Bolsonaro qui un jour dirige la France. Donc cette inquiétude, cette préoccupation, cette vigilance, voilà, les féministes sont vigilants. Vous savez, il y a une phrase très connue et en train de devenir très communément répétée de Simone de Beauvoir qui dit « Il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en cause ». Les féministes ont ça en tête tout le temps. Voilà. Et tout le temps, elles observent que dans un pays ou dans un autre, cette phrase voit malheureusement les preuves est apportée. Très bien. Et je crois que c'est la dernière question. Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à l'inscription du coup de l'IVG dans la Constitution ? 80% se disent favorables, 48% très favorables, 33% favorables, plutôt opposé 12, très opposé 7. On voit que ceux qui sont sous la moyenne, eh bien c'est l'électorat d'Éric Zemmour, 59%, mais il y a quand même une majorité. 77 pour Valérie Pécresse, 80 pour Marine Le Pen, 85 pour Jean-Luc Mélenchon, 87 pour l'électorat d'Emmanuel Macron et 91 pour Yannick Jadot. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant quand on compare l'électorat Valérie Pécresse et Marine Le Pen. L'électorat de Valérie Pécresse est beaucoup plus conservateur sur les questions d'IVG que celui de Marine Le Pen. Oui, et moins que celui de Zemmour. Oui. Voilà.
Ça, parce qu'il y a une dimension populaire. On regarde, et on voit que les personnes très féministes se disent 90% pour son inscription de ce droit. Et pareil pour voilà, les proximités partisanes, on a aussi ce... Et je crois, ah non, il y a une autre question que j'avais ratée. Au regard de ce que vous en savez, diriez-vous que inscrire le droit des femmes à recourir à l'IVG dans la Constitution est très utile, assez utile, pas vraiment est un peu redondante par rapport à la ça. précédente. Bon, Et on voit que l'électorat d'Éric Zemmour est sous les 50%. Oui, oui. Mais moi, la conclusion que je tire de cela, c'est que c'est une invitation au gouvernement. D'abord parce que dans le propre électorat d'Emmanuel Macron, il y a un taux très très élevé de gens qui y sont favorables. Donc qu'Emmanuel Macron commence déjà par satisfaire son propre électorat, ce serait pas mal. Et puis c'est un moyen de rassembler les Français. Ce gouvernement cherche des majorités de projets sur un certain nombre de textes. Eh bien, il y a là une majorité de projets. Et puis peut-être aussi ça permettra aux députés et sénateurs de droite qui seraient tentés d'y être hostiles, de se rendre compte que la majorité, eux aussi, de leur électorat est favorable. Donc, en fait, à part l'électorat de Zemmour, et il n'y a pas beaucoup de représentants de Zemmour au Parlement, mais tout le reste, tous les autres électorats, ils sont majoritairement ou majoritairement favorables. Il n'y a plus qu'à faire, j'ai envie de dire, que le gouvernement prenne la main et il fera là une œuvre utile, et utile d'un double point de vue, utile pour les droits des femmes et utile aussi dans sa perspective de créer des majorités de projets et de rassembler le pays sur des valeurs qui lui sont communes. Et du coup, vous voteriez si... mais moi, je vote pour... le premier texte qu'on me propose, bon, je les voterai tous. Voilà, si toutes les propositions de loi venaient en discussion, je les voterai toutes. Le premier texte que le gouvernement me propose et qui permet d'atteindre le but que nous recherchons avec ces propositions de loi, bien sûr, je les voterai. J'essaierai néanmoins de faire entrer la contraception comme on le fait dans notre propre proposition de loi. Rappelons qu'un des juges conservateurs de la Cour suprême a dit qu'il voulait revenir sur la contraception et sur le droit des homosexuels à se marier et même d'avoir des relations sexuelles entre eux. Ce qui reviendra à interdire la sodomie dans certains États. Comme c'est le cas. Comme c'est le cas dans plusieurs pays d'ailleurs. Avant de nous quitter, je voulais juste vous faire réagir à l'information du coup internationale de la journée, de l'assassinat de Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre. Oui, il est décédé, son décès a été annoncé, qui a été abattu lors d'un meeting politique. On voit toute la classe politique française, de Marine Le Pen à l'extrême gauche, rendre hommage à Shinzo Abe. C'est très choquant. Alors il se trouve qu'étant membre du groupe d'amitié France-Japon, j'avais eu l'occasion de le rencontrer. Je trouve que c'est toujours très choquant quand un homme ou une femme politique démocratiquement élu est l'objet d'un attentat terroriste. Voilà, c'est un attentat terroriste, on ne sait pas quelle est la nature du terrorisme en cause, mais c'en est un. Et je suis désolée et pleine de condoléances pour les Japonais. Et j'espère que leur démocratie va être plus forte que le drame qu'ils viennent de vivre aujourd'hui. Et d'ailleurs, le chef de l'État a tweeté il y a 10 minutes: au nom du peuple français, j'adresse mes condoléances aux autorités et au peuple japonais après l'assassinat de Shinzo Abe. Le Japon perd un grand Premier ministre qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l'équilibre du monde. Donc voilà. Merci beaucoup, Madame Rossignol, d'avoir accepté notre interview. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos spectateurs ? Je vais dire à vos spectateurs que j'espère que je les ai convaincus pour ceux qui ne l'étaient pas, que pour ceux qui étaient déjà convaincus, je leur ai donné envie de s'engager, et que être féministe est une pensée très moderne, très neuve, et que tout le monde peut être féministe aussi bien dans le quotidien que dans ces batailles politiques, citoyennes, et que c'est ce qui nous rassemble, et c'est ainsi, ensemble, que nous transformerons notre société pour la rendre plus juste. Et pour aussi, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder un jour, pour participer avec l'écoféminisme à la transition écologique de notre société. Que c'est un véritable changement de paradigme que le féminisme peut porter. On vous demande juste avant, comment s'engager si vous n'êtes pas prête à soumettre votre loi au vote des citoyens ? Non, je n'ai pas dit que je n'étais pas prête à la soumettre au vote des citoyens. J'ai dit que la manière dont on allait le faire
n'était pas encore totalement déterminée. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il faut créer un... Alors, pas la soumettre comme ça, je pense qu'il y a des associations, il y a des personnalités, on a le soutien du planning familial, et il faut créer un mouvement qui fasse monter la loi. Et puis par ailleurs, il se trouve que vous m'avez interrogée comme sénatrice, mais je profite d'être devant vous pour vous dire que je suis aussi présidente d'une association féministe qui s'appelle l'Assemblée des femmes, et que nous organisons notre assemblée, notre université féministe le 22-23 octobre à Marseille, que c'est une université de haut niveau, que nous discuterons justement MeToo 5 ans après. Où en est-on? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a avancé? Comment la réaction s'organise? Et nous avons des tables rondes consacrées justement aux droits sexuels et reproductifs, au MeToo, aux mères isolées, qui est un gros sujet de politique sociale également, et au contrôle du corps des femmes par le double mouvement de la mise sous tutelle ou de la marchandisation. Voilà tous les sujets, et qu'elle est ouverte et que vous trouverez sur le site comment vous y inscrire, et que vous êtes tous bienvenus. Merci beaucoup Laurence Rossignol. Je vous donne moi rendez-vous lundi pour Midi au Perchoir, lundi midi, comme son nom l'indique, pour parler d'actualité politique et législative. Merci à tous et à la Merci. prochaine.